De midi à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Et l'un de nos partenaires cette semaine, Café Babel dans Euromag, est notre ami Safwan. Bonjour Safwan. Bonjour Tariq. Alors notre invité de la semaine est un homme politique belge, élu député européen en 2009. Il est également depuis 2014 le coprésident du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne au Parlement européen. En direct avec nous, Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien évidemment, Safwan a quelques questions à vous poser. Philippe Lamberts, bonjour. On commence par l'actualité économique. La France et l'Allemagne soutiennent la proposition américaine d'instaurer une taxe mondiale sur les bénéfices des entreprises, une taxe qui s'élève à 21%, ce qui dégagerait une somme de 100 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable. Philippe Lamberts, vous travaillez au Parlement européen sur des questions économiques et monétaires. Quel regard portez-vous sur ce projet d'impôt minimum mondial ? Il faut toujours que ce soit les États-Unis qui bougent pour que les Européens bougent. Rappelez-vous, quand on a aboli le secret bancaire il y a quelques années, c'était parce que l'administration Obama avait décidé et fait voter au Congrès une loi appelée FATCA qui abolissait le secret bancaire pour tous les établissements qui opèrent aux États-Unis ou ont des clients américains, donc même des établissements non américains. Résultat, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Autriche ont dû laisser tomber leur opposition à la levée du secret bancaire. Rebelote cette fois-ci, nous poussons depuis des années pour une imposition minimum de toutes les multinationales, et pas seulement celle du numérique, à 20 ou 25%. Et il a fallu que ce soit l'administration Biden qui décide de pousser cette proposition au Congrès. Il n'y a pas encore de majorité pour ça, on va voir s'il y en aura, pour que enfin l'Allemagne, la France et d'autres décident de rejoindre l'initiative. Donc on est encore loin de l'adoption, mais il est heureux, en tout cas, que la France et l'Allemagne au moins rejoignent cette initiative. Je vous signale aussi au passage qu'une série de paradis fiscaux européens, dont l'Irlande, dont les Pays-Bas, dont le Luxembourg et peut-être, sans trop le dire, la Belgique, ne sont pas enthousiastes de l'initiative, mais on va voir si... 8 pays européens, justement. Donc est-ce que vous êtes quand même optimiste malgré que ces 8 pays sont réticents? Alors, je suis modérément optimiste. Je vous rappelle que pour les questions fiscales, il faut l'unanimité de l'Union européenne. Donc, il suffit d'un mauvais coucheur pour tout bloquer. Mais je pense évidemment que la pression politique augmente et que surtout l'augmentation des inégalités liées à la pandémie va obliger les décideurs politiques à se mettre à faire payer ceux qui ont les épaules les plus larges, c'est-à-dire les grandes entreprises et les grands détenteurs de capitaux. Alors l'objectif de cette taxe mondiale, c'est de lutter contre le dumping fiscal utilisé par les multinationales, vous l'avez dit. Concrètement, Monsieur Lamberts, comment doit fonctionner cet impôt pour que les principaux acteurs donc, de l'évasion fiscale, les géants du web, les GAFA, ne puissent plus profiter des différences de fiscalité entre les pays pour justement échapper à l'impôt? Il faut qu'on prenne des mesures relativement simples de leur performance, c'est-à-dire essentiellement leur chiffre d'affaires dans les différents pays, avec éventuellement une correction en fonction de leur implantation physique dans les pays. C'est évident que si vous êtes Amazon et que vous avez plus d'entrepôts dans tel ou tel pays, ça veut dire que vous avez une implantation plus forte dans les pays concernés. On peut aussi regarder le nombre de personnes employées, mais en tout cas, ce qu'il nous faut, ce sont des critères objectifs pour décider de la répartition du profit. Aujourd'hui, si vous voulez, les profits sont comptablement déplacés dans des juridictions qui ne les taxent pas, vers des paradis fiscaux. À la limite, ils peuvent continuer à le faire, mais de toute manière, c'est pas ça qu'on va regarder. On va pas regarder leur profit comptable, on va regarder leur profit général, leur profit global, et on va l'allouer aux États en fonction de critères objectifs. Et après ça, les États appliqueront un taux d'imposition, alors de préférence pas en dessous de 21%. Et la Belgique en est loin, je vous rassure, parce que les multinationales et les études de Marco Vanès du PTB l'ont bien montré pendant des années, le taux réel payé par les multinationales en Belgique est plutôt entre 0 et 5%. Autrement dit, il faudrait dire que tous les chiffres d'affaires liés à la Belgique soient taxés à minimum 21%. Et ça, je pense que ça augmentera en effet significativement les recettes fiscales. Mais donc l'idée est de moins regarder les artifices comptables que la réalité économique et de taxer sur la base de la réalité économique, quel que soit l'habillage comptable qu'on en fait après coup. C'est un petit peu technique, justement, on y vient. Une dernière question sur la fiscalité internationale, Philippe Lamberts. À l'heure actuelle, dans les négociations européennes, c'est la question de la transparence des entreprises qui pose problème, et plus particulièrement de l'influence des lobbies dans les négociations.
Comme vous le savez, on a appris la semaine dernière que la position de la France a été écrite par le MEDEF, c'est le lobby d'entreprises françaises, et il propose justement d'alléger sensiblement les obligations des grandes entreprises. Donc au final, M. Lamberts, qu'est-ce qui nous garantit qu'au bout du compte, la directive européenne suivra l'intérêt général et non pas celui des lobbies? Rien ne nous le garantit. La seule chose qui nous permettra d'arriver à ce résultat, c'est une pression très forte. Aujourd'hui, les décideurs politiques sont souvent soumis à la pression des milieux d'affaires, avec lesquels, passez-moi l'expression, mais ils sont parfois un peu cul et chemise. Il faut que les politiques redeviennent cul et chemise, passez-moi l'expression, avec les citoyens et défendent en fait l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour devenir cul et chemise, comme vous dites, avec les citoyens? Parce qu'il y aura de la méfiance aussi envers les lobbies. Se mettre à l'écoute de la demande citoyenne pour plus de justice fiscale plutôt que de la demande des milieux d'entreprise de protéger leurs profits, parce que fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ils vont aller vous raconter que c'est pour mieux investir dans l'avenir. La réalité des choses, c'est que si on regarde les chiffres de l'investissement privé en Europe, ils sont en chute libre depuis des décennies. Autrement dit, ce que les entreprises et leurs managers essaient de protéger, ce n'est pas leur capacité d'investir, c'est bien leur capacité de distribuer des dividendes à leurs actionnaires. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin. On passe à un autre sujet, Monsieur Lamberts. Le 21 avril, après de longues négociations, les 27 États membres et le Parlement européen se sont mis d'accord pour réduire de 55% leur émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'objectif qui a été fixé par le Pacte vert pour l'Europe est celui d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Philippe Lamberts, est-ce que vous êtes satisfait de cet accord trouvé pour la future loi climat ? Alors, je vais vous faire une réponse d'Auvergnat, oui et non, ou de Normand plutôt. Pourquoi ? Oui, parce que les objectifs actuels de l'Union européenne sont de réduire nos émissions de moins 40% d'ici 2030. C'est ça qui est inscrit dans la loi européenne et c'est très nettement insuffisant par rapport à ce qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, moins 55, en fait, c'est pas exactement moins 55, c'est plus proche de moins 53, mais peu importe, ne finançons pas, c'est mieux que moins 40. Maintenant, si vous écoutez les scientifiques, ils nous disent que pour atteindre les objectifs fixés à Paris, c'est-à-dire éviter que le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré, en réalité, l'Union européenne devrait plutôt faire quelque chose entre moins 60 et moins 65 d'ici 2030. Oui. Donc, verre à moitié plein, les nouveaux objectifs sont bien meilleurs que les précédents. Verre à moitié vide, ils sont toujours insuffisants si on veut atteindre les objectifs de Paris. Après, 55%, c'est quand même 2,5 fois plus en 9 ans que tout ce qui a été fait au cours des 10 dernières années aussi en Europe, on peut le souligner. Oui, d'accord. Évidemment que c'est accélérer l'effort et ça nous rappelle que si on avait fait des efforts plus importants pendant les décennies précédentes, on ne serait pas à devoir cravacher maintenant comme des fous. Mais comme c'est toujours insuffisant, ça veut quand même dire que au-delà de 2030, il faudra cravacher encore beaucoup plus fort pour y arriver. Et donc notre idée, c'est de mieux répartir l'effort entre 2020 et 2050. Plutôt que de dire on commence, on accélère un peu le rythme maintenant, mais on sait qu'on va devoir l'accélérer considérablement après coup. Et donc, la Cour constitutionnelle allemande, la semaine dernière, a eu un arrêt intéressant puisqu'elle a dit qu'il n'est pas légitime pour les décideurs politiques de reporter sur les générations futures le gros des efforts. Et donc, c'est exactement ça que nous disons. Nous devrions fixer au niveau européen un objectif à moins 60 ou moins 65. OK, on est à moins 53, c'est mieux que rien, mais il faudrait en fait, dans les années qui viennent, encore rehausser cet objectif si on veut éviter que ce soit les générations futures, en fait les jeunes diplômés d'aujourd'hui qui finalement se retrouvent à faire le plus gros des efforts entre 2030 et 2050. Oui, je précise que l'objectif de 55% a été imposé collectivement à l'Union européenne et non pas aux États membres, parce qu'il y a des États membres qui forcément ne peuvent pas vraiment peut-être individuellement le respecter, comme la Pologne qui dépend beaucoup du charbon. Est-ce que dans ce cas-là, il aurait fallu le faire individuellement ou vous comprenez cette décision d'imposer un taux collectif ? C'était une des grandes faiblesses de la législation actuelle et on n'y a pas remédié. Autrement dit, quand vous donnez un objectif général, mais qui peut être sanctionné si on ne le réussit pas? L'Union européenne elle-même et pas un État membre. Autrement dit, comme le risque de la sanction ne pose pas sur les épaules des États, je pense qu'ils ne seront pas aussi motivés de faire les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif collectif qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient eu un objectif individuel par État. Voilà. Donc oui, on aurait dû fixer des objectifs par État et on ne l'a pas fait, ce qui est une manière aussi de s'échapper un petit peu d'échapper un peu à ses responsabilités. Vous avez cité l'accord de Paris, Monsieur Lamberts, les émissions de gaz à effet de serre.
n'ont pourtant fait qu'augmenter depuis l'accord de Paris en 2015. Bon, malgré la stabilité relative cette année avec le Covid, l'impact est quand même assez négligeable. Est-ce que, si vous êtes moyennement satisfait des nouveaux objectifs, comme vous l'avez dit, est-ce que vous estimez qu'il est trop tard, tout simplement, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme le demande l'accord de Paris ? Alors, je ne sais pas s'il est trop tard, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est plus que temps qu'on se bouge le popotin. Et donc, que dirais-je, de toute manière, il va falloir faire en sorte qu'on arrête aussi de déplacer le problème. Parce que très franchement, l'Union européenne, quand on regarde les objectifs de Kyoto, donc l'étape précédente avant la conférence de Paris, objectifs qui prenaient fin en 2020, on les a atteints, les objectifs de 2020. Sauf qu'on les a atteints en déplaçant nos émissions en dehors de l'Europe, puisqu'on mesure les émissions territoriales et pas les émissions liées à la consommation d'une population. En réalité, si on voulait mesurer réellement l'effort des Européens, il faudrait mesurer les réductions d'émissions liées à leur consommation, d'où que viennent les produits et services que l'on consomme en Europe. Et si on regarde ces chiffres-là, en fait, on se rend compte que même en Europe, les émissions de CO2 ont augmenté. Alors, il y a 2 ou 3 pays qui ont réussi à les réduire un petit peu, mais jamais de 20%, comme c'était prévu par les objectifs de Kyoto. Et donc, là, c'est toute la question de, quelque part, la taxation carbone aux frontières qui pourrait redresser l'équilibre et en fait rendre inintéressant le fait de délocaliser la production. Ça, c'est une manière d'y répondre. Ceci étant, on n'y est pas encore. Donc, l'Union européenne a ça dans les cartons, mais enfin, de l'intention à la mise en œuvre. À nouveau, il s'agit éventuellement d'une taxation et donc d'une décision à l'unanimité. On n'y est pas encore. Autrement dit, la bataille du Green Deal, vous savez, ça va être une bataille de tous les jours contre les intérêts qui s'y opposent. On parlait tout à l'heure des intérêts des grandes entreprises qui veulent pas voir leur profit taxé. Il ne faut pas s'imaginer non plus que le monde de l'entreprise dans son ensemble, et d'ailleurs il suffit d'écouter les déclarations de la FEB en Belgique, qui en général freinent des 4 fers. Oui, il faut faire quelque chose pour le climat. Ça forcément, ils ne peuvent pas dire que le changement climatique n'existe pas, mais il faut y aller mollo, il ne faut pas y aller trop fort parce que quand même, il faut défendre l'économie. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, quand il n'y aura plus d'humains sur la planète, il n'y aura plus d'économie. Donc, si vous voulez vraiment sauver l'économie, il faut absolument sauver le climat. Vous parlez des lobbies de l'Union européenne. Philippe Lamberts, lorsque la Chine s'engage à la neutralité carbone pour 2060, est-ce que vous saluez un objectif ambitieux ou est-ce que vous dénoncez au contraire un coup marketing ? En même temps, la Chine continue à installer des nouvelles centrales au charbon. La Chine continue à financer la déforestation massive. Il y a un rapport qui est sorti encore la semaine dernière. Donc, le problème, c'est que qui peut faire confiance au discours de Xi Jinping ? Xi Jinping est un autocrate et il gouverne de plus en plus seul. Et on voit que la vérité de Xi Jinping, c'est la vérité qui l'arrange. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une chose que Xi Jinping et le Parti communiste chinois craignent comme la peste, c'est de perdre le pouvoir, c'est d'être renversé par une révolution. Et donc, ils savent très bien qu'ils doivent faire quelque chose au climat et à l'environnement en général, parce qu'ils savent que l'insatisfaction des citoyens chinois, elle est souvent liée à des questions de destruction environnementale. Quand l'air est irresponsable dans les grandes villes chinoises, quand l'eau est impropre non seulement à la consommation mais au toucher, les eaux de surface, quand les forêts sont détruites, les citoyens chinois ne sont pas contents. Et donc, bien sûr, leurs droits sont limités, mais le Parti communiste sait qu'il doit faire quelque chose de sérieux dans ce domaine-là s'il veut éviter des troubles dans le pays. Et donc, ça, je pense, c'est la principale motivation du Parti communiste chinois, et une motivation en vaut bien l'autre, mais je le répète, ma confiance dans les chiffres qui viennent de Chine, elle est, disons, très limitée. Vous n'y croyez pas. Donc une dernière question, Philippe Lamberts. La bataille n'est pas finie, c'est ce que vous avez déclaré à propos de la question des énergies que l'Europe devra utiliser ces prochaines années. La Commission européenne a déclaré qu'elle prendra sa décision sur le gaz naturel et aussi sur le nucléaire plus tard dans l'année. Quelle sera la position de votre groupe parlementaire sur cette question précise les mois prochains ? Alors, la question précise, c'est est-ce qu'on considère les investissements dans le gaz et dans le nucléaire comme des investissements verts ? Vous savez que l'Union européenne est en train de a créé une forme de label vert pour les investissements. C'est un petit peu l'équivalent du label bio pour l'alimentation. Maintenant, la question, c'est quel est le sérieux de ce label ? Pour le moment, c'est raisonnablement sérieux.
parce qu'on a en fait reporté à plus tard la question épineuse des investissements dans le gaz et dans le nucléaire. Et donc vous avez la France qui réclame, la France d'Emmanuel Macron qui réclame à corps et à cri l'inclusion du nucléaire. Vous avez la Pologne et d'autres qui réclament à corps et à cri l'inclusion du gaz parce qu'ils ne veulent pas que les investissements dans ce domaine-là en fait soient pénalisés, pour le dire simplement, par des taux d'intérêt supérieurs aux investissements verts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut savoir que ce sont les investissements verts qui sont pénalisés, ce qui est quand même le monde à l'envers. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est là que se trouve la pression. Pour nous, ni l'un ni l'autre. Ni le gaz, ni le nucléaire ne doivent avoir leur place dans ce label vert. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les investissements. Comment on fait alors concrètement, comment on fait? On doit être pénalisés financièrement. D'accord. Voilà, donc c'était la conclusion de Philippe Lamberts. Je rappelle que vous êtes coprésident du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous en direct. Avec plaisir. Bonne continuation. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission avec la revue de presse européenne.